Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Charlotte Alpern, je suis chercheure à Sciences Po et membre du bureau du Centre des politiques de la Terre, qui est un organisme de recherche qui a été créé en partenariat par l'Université de Paris et Sciences Po pour travailler, analyser les transformations planétaires. Et donc, nous avons ce soir choisi de centrer ce webinaire sur la question des territoires en mouvement. C'est l'un de nos axes de recherche qui nous permet de travailler de manière interdisciplinaire sur la manière dont les territoires se transforment en lien avec les évolutions planétaires. Et les grandes questions qui vont nous intéresser ce soir sont celles qui touchent finalement à l'état de nos sols, à l'état de ces territoires, à la manière dont ils vont se transformer en croisant différentes approches disciplinaires. Une première entrée qui va être celle par la notion de zone critique, qui va être développé par Jérôme Gaillardet, qui est géochimiste et à l'Institut de physique du globe de Paris et également au Centre des politiques de la Terre à l'Université de Paris, qui va revenir sur l'intérêt de ces notions de zone critique et d'une connaissance approfondie des surfaces continentales dans chacune de ces composantes et des mécanismes qui les articulent. Et Jérôme va nous expliquer comment est-ce que cela fonctionne. On a ensuite une deuxième intervention qui est celle de Fabien Esculier, ingénieur à l'école des ponts Paris Tech et chercheur au LESU, qui va lui nous apporter une perspective davantage d'aménagement sur les usages agricoles et urbains des sols dans les systèmes d'alimentation d'excrétion. Et puis une troisième entrée qui est celle que va nous proposer Christelle Morel-Journel, perspective historique sur la pollution des sols en héritage dans des territoires qui sont davantage marqués par la révolution industrielle et en particulier à partir des travaux qu'elle a menés à Saint-Étienne. Christelle Morel-Journel est géographe, chercheur à l'EVS et à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Voilà, donc c'est le programme pour ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous fassions les présentations les unes après les autres. J'ai demandé à nos intervenants et à nos intervenantes d'être concis, donc on a des présentations de 10 minutes, de telle sorte que l'on ait ensuite un large temps pour la discussion. Et vous avez bien sûr la possibilité de faire des questions et des réponses dans l'espace dédié à cet effet. Je me chargerai soit de les relayer, soit de les condenser en fonction du temps qui sera le nôtre pour ces discussions. Voilà, donc Jérôme, à toi la parole pour nous expliquer ce qu'est cette notion de zone critique. Et je crois que tu souhaites nous montrer un ou deux slides. Oui, bonjour à tous d'abord et merci de l'invitation. J'avais deux slides éventuellement à partager avec vous. Donc oui, Charlotte a mentionné que je m'intéresse à la zone critique de la Terre. Donc deux mots d'où je viens peut-être. Je suis géologue de formation, géochimiste plus exactement. Donc je m'intéresse au cycle biogéochimique à la surface de la Terre. Et la zone critique est une notion qui est venue des géosciences, qui est apparue dans le paysage scientifique il y a quelques années, une dizaine, une quinzaine d'années, comme un concept intégrateur. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et sur ce schéma ici, vous avez très mal défini, parce qu'en fait, ce schéma est assez mal adapté à définir ce que c'est que la zone critique, mais une tentative de représentation de l'ensemble des compartiments de cette zone critique qui est finalement l'habitat des hommes. Et si on voulait être un tout petit peu caricatural, on pourrait dire que les humains n'habitent pas sur le globe. En tout cas, le globe tel que la conquête spatiale nous l'a fait découvrir ou redécouvrir, le globe de Galilée, on vit en fait sur une petite pellicule à la surface de ce globe qui est très difficile à nommer. Et c'est là où ce terme de zone critique est très pratique, je dirais, c'est qu'il renomme un ensemble de choses qui nous concernent énormément, qui nous sont très critiques, un ensemble de réservoirs et qui sont difficiles à nommer. Donc, tout à l'heure, Charlotte a parlé du sol, mais en même temps, dans la même phrase, elle parlait des terres, je crois, ou de l'occupation des terres. En anglais, il y a le mot land, qui n'est pas le mot earth, mais en français, terre, c'est à la fois la planète et à la fois les terres que l'on possède. Voilà, et donc la zone critique, c'est finalement, si on veut adopter une définition assez large et assez englobante de l'habitat des hommes, c'est tout ce qui est situé entre
suffisamment profond sous nos pieds pour que ce soit des roches dures dans lesquelles de l'eau ne circule pas, de la vie ne se développe pas, et la partie la plus basse de l'atmosphère, la plus instable, qui est l'atmosphère que nous respirons, l'atmosphère dans laquelle il y a du vent qui nous concerne. Donc, en anglais, on dit between the rocks and the sky, c'est-à-dire entre les roches et le ciel. Donc, cette zone critique, c'est un système, il faut le voir comme un système constitué de tas de compartiments organisés soit verticalement, soit horizontalement, et qui interagissent entre eux. Et c'est vraiment important, à mon sens, d'avoir cette approche systémique, car bon nombre des problèmes que les humains rencontrent sur la planète sont liés à la connexion entre des objets que les sciences ont un petit peu arbitrairement divisés et qui sont en fait très connectés les uns aux autres. Laissez-moi prendre quelques exemples. Donc sur ce bloc diagramme, j'ai envie de dire de géographes ou des vieux livres de géographie, hein, ce qui n'est absolument pas péjoratif, mais c'est les géographes qui ont inventé ce genre de bloc diagramme il y a longtemps, à la Humboldt quasiment, si on veut remonter au père fondateur. On voit que la situation de l'eau ici dans le delta, ou la ressource en eau du delta, elle dépend de ce qui va se passer ici en amont dans les montagnes. Donc prendre des décisions politiques sur un aménagement des territoires ici dans les basses plaines ne peut pas se faire sans avoir une connaissance de l'ensemble du chemin de l'eau à la surface ici de ces zones critiques. Mais ce serait oublier aussi que la zone critique a une profondeur géologique, c'est-à-dire que de l'eau qui s'infiltre dans les zones montagneuses peut très bien ressortir des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres plus en aval et contribuer aussi à la ressource en eau à un autre endroit, à l'irrigation, etc. Donc, ce concept de zone critique essaye de reconnecter des disciplines que l'histoire des sciences a séparées, qui ont souvent des langages très différents, et elle montre que pour comprendre l'évolution de ce système dans son ensemble, évidemment dans le cadre de l'Anthropocène, c'est-à-dire que de la crise, ce n'est pas une crise en fait, c'est une mutation profonde de la planète parce que les humains, l'activité des humains a pris une importance d'ordre géologique. Comprendre ce système, comprendre ces zones critiques et son fonctionnement systémique est de plus en plus important. Et quand vous regardez l'état actuel des observatoires, donc les observatoires sont des infrastructures que les scientifiques mettent en place pour étudier, comprendre les rythmes, les cyclicités de la planète, ben vous avez pratiquement des observatoires par discipline. Vous allez trouver des observatoires écologiques qui vont s'intéresser à la biodiversité à un endroit, éventuellement au recyclage de la matière organique. Vous avez des observatoires des rivières, vous avez des observatoires des eaux profondes, supposant au passage que les eaux profondes que les eaux de rivière sont déconnectées des eaux profondes, ce qui est un non-sens quand on connaît un peu le fonctionnement hydrologique ou le cycle de l'eau. Vous avez des observatoires des milieux humides, des tourbières, vous avez des observatoires des glaciers. En effet, la cryosphère est très instrumentée. Mais ce que le concept de zone critique essaye de faire, c'est de reconnecter l'ensemble de ces compartiments pour le comprendre de manière beaucoup plus systémique, de manière beaucoup plus holistique, même si ce terme est un petit peu galvaudé, un peu dangereux. Mais j'aime quand même bien cette approche holistique, c'est-à-dire cette approche systémique qui consiste à ne pas disséquer cet endroit si critique pour les humains. Voilà, et donc je suis responsable d'un réseau qui s'appelle le réseau OSCAR, Observatoire de la zone critique, application et recherche, qui est d'abord un réseau d'infrastructures de recherche qui essaye de mettre ensemble toutes ces communautés qui regardent par différentes lorgnettes, pratiquement le même objet, mais qui ont des modèles conceptuels différents, qui ont des façons de le décrire différentes, etc. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais un des enjeux de la recherche sur les zones critiques tient beaucoup en sa représentation. Et la représentation du globe
n'est pas la meilleure pour désigner la zone critique, pour représenter la zone critique, car sur le globe traditionnel, celui que l'on avait dans notre chambre étant enfant, ou celui que l'on a dans la chambre de nos enfants, n'est absolument pas bon, parce que la zone critique, qui est la zone d'habitat de la vie et de l'homme, n'est même pas représentable, c'est même pas le trait de crayon quand on dessine un globe. Donc la représentation du globe, qui nous est héritée bien sûr de Galilée, n'est pas la bonne. Et pour mieux saisir les problèmes de l'Anthropocène, il faut décentrer cette représentation, et nous travaillons là-dessus avec un certain nombre de collègues, y compris des architectes, parce que ce problème concerne beaucoup l'architecture, et en particulier l'architecture du paysage. Voilà, ma deuxième diapositive, c'était pour vous dire que cette zone critique pour les géologues comme moi, elle est essentielle, parce qu'en fait, c'est grâce au fonctionnement de cette zone critique, qui est vraiment l'interface entre l'énergie solaire et l'énergie interne de la planète. Pourquoi je dis ça? C'est parce que l'énergie solaire, elle active le cycle de l'eau, qui était représenté sur la diapositive d'avant. Et puis l'énergie interne de la planète, elle est responsable de la construction des reliefs, de la construction des continents. Donc la zone critique, ce n'est pas l'affaire de l'un ni de l'autre, c'est l'affaire des deux, et c'est la manière dont, à l'échelle des temps géologiques, climat ou, disons, processus drivé par l'énergie solaire et processus drivé, contrôlé par l'énergie interne, la convection mantélique, pour parler plus clairement, se coordonnent, s'équilibrent pour donner naissance à cette fine pellicule dans laquelle nous vivons. La zone critique, sa compréhension est importante pour comprendre l'évolution du climat au cours des temps géologiques, mais pas que au cours des temps géologiques. On voit très bien, par exemple, que l'injection de gaz carbonique par les hommes, par les humains dans l'atmosphère, s'accompagne d'une modification de la productivité des plantes, ce qui signifie que les écosystèmes réagissent, mais de nouveau, les écosystèmes ne réagissent pas tout seuls. Les écosystèmes ne pourront réagir que si des nutriments nécessaires à leur fonctionnement à long terme sont présents, et ces nutriments, de manière très ultime, par exemple le phosphore, viennent de la transformation des roches en sol, donc de ces mécanismes physiques et chimiques qui forment la zone critique à partir des roches. Le fonctionnement de la zone critique est important pour comprendre la qualité des eaux, et ça c'est un vrai questionnement dans les problèmes de durabilité sur la planète. Et puis elle est importante également pour comprendre l'évolution des reliefs, c'est-à-dire les paysages qui nous entourent. Il suffit de songer au joli livre qu'avait écrit Élisée Reclus sur Histoire d'une montagne, par exemple, pour reprendre la fibre géographique. Voilà. Donc cette zone critique, elle a des fonctions géologiques, elle a naturellement des fonctions pour les humains. Inutile de s'étendre là-dessus, je pense que les autres intervenants vont en parler de ces fonctions. Elle est là pour nous nourrir, c'est là que nous stockons nos déchets, et c'est du recyclage dans cette zone critique. C'est le recyclage de la matière dans cette zone critique qui est véritablement la seule voie possible pour les humains de se maintenir sur la planète. Voilà. Charlotte, je vais peut-être m'arrêter là et laisser la place à d'éventuelles questions, remarques, et surtout aux autres. Merci Jérôme. Moi, j'ai bien retenu qu'il y avait certains points sur lesquels on pourrait revenir dans la discussion, et notamment sur la manière dont tu développes tes recherches aujourd'hui sur la zone critique, et puis peut-être aussi sur cette question de la représentation du globe. Ce sera peut-être pour la discussion. Mais je vais tout de suite passer la parole à Fabien Esculier. Le voilà, je ne le voyais plus avec le jeu des caméras sur Zoom. Donc Fabien, lui, va nous parler des recherches qu'il mène à l'École des Ponts, Paris Tech et au LESU sur une perspective davantage d'aménagement sur les usages agricoles et urbains des sols dans les systèmes d'alimentation d'excrétion. Peut-être qu'il pourra aussi nous parler plus spécifiquement des recherches qu'il a pu mener sur la région Île-de-France, mais ce sera peut-être aussi un point à laisser pour la discussion. Fabien, je te passe la parole. Merci beaucoup. Oui, alors je rebondis sur ce que dit Jérôme, parce que je me sens extrêmement impliqué en tant que chercheur. Quand j'essaie de me donner une discipline, je parle de biogéochimie pour indiquer effectivement qu'on essaie d'avoir des visions systémiques et des approches pluridisciplinaires pour comprendre le monde et essayer de voir comment il peut évoluer. Et donc, je vais vous présenter rapidement des éléments du programme de recherche que j'ai monté il y a 5 ans, qui s'appelle le programme OCAPI,
à l'école des ponts et rebondir sur certains points que vient de dire Jérôme d'ailleurs, en particulier le phosphore. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien la seconde slide que j'ai présentée? C'est bon? Oui. Oui, merci. Donc, vous voyez sur ce schéma donc d'un article, enfin, d'un groupe de chercheurs, ici c'est un article qui est mené par Stephen en 2015, une tentative de représentation de ces limites du système Terre à l'Anthropocène et de comment l'action de l'humain, d'ampleur désormais géologique, modifie profondément les grandes régulations planétaires. Donc sur ce schéma, on essaie de représenter 9 grandes régulations planétaires et on en voit 4 qui ont dépassé les zones, on va dire, de sécurité. Nous avons en haut le changement climatique, à côté l'intégrité de la biosphère, tout à gauche le changement d'usage des sols, et puis en bas les flux biogéochimiques d'azote et de phosphore. Donc voilà, 4 éléments sur lesquels l'action de l'humanité change tellement profondément le système Terre et, pour le dire autrement, la zone critique, que finalement ça peut induire des mutations extrêmement profondes de ce mode de fonctionnement qui sont évidemment néfastes pour les humains qui en bénéficient aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de changement climatique, d'érosion de la biodiversité, et on s'intéresse plus particulièrement au flux d'azote et de phosphore dans notre recherche, donc tout en bas de ce schéma, indiqué comme extrêmement perturbé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des flux d'azote et de phosphore extrêmement perturbés? L'origine très majoritairement des flux d'azote et de phosphore émis par les humains dans l'environnement, c'est parce qu'on a besoin de manger de l'azote et du phosphore. Il nous faut manger 3,4 kg d'azote par an et 350 g de phosphore par an. C'est un besoin physiologique. L'azote, c'est les protéines. Le phosphore, c'est un élément dont on a besoin pour la constitution des os, des membranes lipidiques, etc. Et puis, une fois qu'on a mangé cet azote et ce phosphore, en fait, on l'excrète intégralement. On retrouve dans nos urines et nos matières fécales, dans une forme bien sûr différente, mais les mêmes atomes d'azote et de phosphore que ceux qu'on a ingérés. Alors finalement, dans notre recherche, on nomme système alimentation-excrétion la façon dont une société humaine va s'organiser, évidemment en très forte interaction avec son environnement, on est dans la socio-écologie, s'organiser pour à la fois pouvoir subvenir à ce besoin d'alimentation en azote et phosphore, donc c'est les systèmes agricoles, et puis d'autre part, comment elle va s'organiser pour gérer les flux d'excrétion d'azote et phosphore qui vont nécessairement avec. Alors on a étudié un très grand nombre de systèmes alimentation-excrétion et on observe sur le temps long une diversité extrême de la façon dont les sociétés humaines ont pu gérer à la fois la production alimentaire et la gestion des excrétions humaines. Je vais parler ici rapidement du cas de l'agglomération parisienne sur le dernier siècle. Sabine Barle, dans son ouvrage « L'invention des déchets urbains », parle d'un mutualisme fécond pour désigner la période de la fin du 19e siècle, pendant laquelle on a un lien très fort entre une agglomération, ici l'agglomération parisienne, et puis les terres agricoles qui la nourrissent. Donc, vous voyez ici du maraîchage à Paris au début du XXe siècle. Et on a comme ça toute une ceinture maraîchère qui vient alimenter Paris de façon extrêmement proche, juste autour. Ce mutualisme fécond, il fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, on a la nourriture qui provient de terres agricoles pour alimenter les urbains, et puis de l'autre côté, on a des urines et matières fécales des humains qui sont soit, quand on n'a pas encore de connexion à l'égout, collectées en tant que matière de vidange. Il y a des fosses d'aisance au pied des immeubles. On collecte ces urines et matières fécales et on en fait des engrais qu'on dépend sur des champs, soit à partir de la fin du 19e siècle, on met en place les égouts et vous voyez ici tout le réseau de champs d'épandage qui s'est installé pour que depuis la toilette à chasse d'eau, via l'égout, on aille directement mettre sur des champs, à Gennevilliers, à Achères, à Pierrelet, les urines et matières fécales des habitants pour faire pousser la nourriture de ces habitants. Alors c'est un système qui a connu son apogée au début du XXe siècle. Et puis, ce système a progressivement décliné pour de multiples raisons, entre autres parce que l'agglomération parisienne ayant énormément augmenté de taille, on s'est retrouvé, je pense en particulier à Gennevilliers, à savoir si on mettait des terres agricoles ou des terres urbaines à cet endroit-là. Et puis, évidemment, rien que la valeur économique du foncier urbain versus agricole donne une indication sur les raisons pour lesquelles on arrive à aujourd'hui de la ville. Alors, ça se traduit ici dans ce schéma par un taux de recyclage de l'azote qui est le nutriment principal
pour les plantes et pour les humains qu'on retrouve dans les excréta humains, et on voit que tout au long du XXe siècle, on a une décroissance de l'usage des excréta humains en agriculture, décroissance qui est permise par le fait que, par ailleurs, on va synthétiser des engrais chimiques ou aller chercher des engrais fossiles dans des mines pour subvenir aux besoins des plantes d'azote et de phosphore, plutôt en se détournant du coup des excréments humains. Et dans le même temps, on voit ici la courbe qui se croise de la distance moyenne d'approvisionnement en fruits et légumes de Paris. On passe au début du XXe siècle d'environ 100 km de distance d'approvisionnement en fruits et légumes. Et aujourd'hui, on est à peu près à 800 km de distance moyenne d'approvisionnement pour les fruits et légumes de l'agglomération parisienne. Alors, nous avons donc j'ai monté un programme de recherche qui s'appelle OCAPI maintenant il y a presque 6 ans, un programme de recherche qui s'intéresse au système alimentation et excrétion et en particulier à la gestion des urines et matières fécales, qui est un sujet qui, d'un point de vue de la recherche académique, n'était presque pas considéré en France jusqu'à présent, en dehors du prisme du traitement au bout du tuyau, on va dire, par les stations d'épuration. Et nous essayons de voir comment on peut reconsidérer urine et matière fécale humaine pour inscrire leur valorisation dans des systèmes alimentation-excrétion qui soient soutenables. Alors, on a 4 axes principaux de recherche. Un axe métabolisme, on essaie d'avoir une vision globale. Un axe agronomique, on essaie de comprendre quels sont les enjeux agronomiques de la valorisation de ces matières, puisque donc il y a beaucoup de produits issus du traitement des urines et ou des matières fécales qui peuvent être utilisés en agriculture et qui sont encore relativement anciens, puisqu'il y a 150 brevets au 19e siècle sur le traitement des urines et matières fécales déposés par des chercheurs français, et qu'on redépose des brevets sur le traitement des urines et matières fécales aujourd'hui en France. Un axe socio, on essaie de travailler sur tout un tas de questions liées à ce verrouillage sociotechnique autour du tout à l'égout et des systèmes alimentation et excrétion d'aujourd'hui, dans lequel on va faire de la recherche en anthropologie, en géographie, en sociologie de l'innovation pour comprendre comment peuvent évoluer nos systèmes. Et puis un axe démonstrateur où on accompagne des mises en œuvre. Alors, très rapidement, quelques éléments sur ces systèmes alimentation et excrétion et des pistes pour le futur. Le premier élément d'un système alimentation-excrétion, c'est le régime alimentaire. Et pour la transition écologique, la question de la sobriété est évidemment extrêmement importante. Alors ici, on voit dans ce graphique en abscisse le PIB des produits des pays du monde et en ordonnée la consommation d'azote, c'est-à-dire de protéines, par les différents pays du monde. On voit une corrélation très très forte. Donc plus on est riche et plus on mange en grande quantité, c'est un marqueur de richesse que de manger beaucoup, en fait trop, puisque dans les pays comme la France, on est malade de manger trop. Ici, c'est le besoin alimentaire, 3,5 kg d'azote par personne et par an, et vous avez la France ici, donc ce qui est mis sur les marchés, ce n'est pas ce qui est ingéré directement. Entre les deux, il y a les biodéchets qui ne sont pas consommés, le perte et gaspillage alimentaire. Vous avez la France ici tout en haut à droite. En dehors du régime alimentaire, il y a les modes de production agricole et les modes de gestion des excrétions humaines qui peuvent jouer. Et nous travaillons sur des scénarios prospectifs de mise en place de systèmes alternatifs, donc soutenables, de gestion agricole, de production agricole et de gestion des urines et matières fécales. Alors, nous avons travaillé par exemple sur le cas du plateau de Saclay. On voit ici les flux d'azote sur le plateau de Saclay aujourd'hui. Je ne sais pas si ma souris est visible. Si elle l'est, vous voyez ici à gauche le flux de production de céréales sur le plateau de Saclay. Donc, on amène des engrais chimiques qui viennent d'ailleurs. On prend du gaz naturel en Sibérie, on fait amener par pipeline, on produit des engrais chimiques azotés et puis on les met sur des champs au plateau de Saclay. Et puis, on envoie toutes les céréales du plateau de Saclay vers les marchés internationaux. Alors, pas que, mais en tout cas, ça sort très majoritairement du plateau. Et puis, on a des habitants, on vient leur apporter de la nourriture qui vient d'ailleurs, et puis leurs excrétions vont à nouveau ailleurs aussi. On travaille sur des scénarios. Ici, un scénario où par les flux d'azote, on montre comment on pourrait avoir une gestion circulaire. On a ici des champs du plateau de Saclay qui vont nourrir des humains et dont les excrétions vont être traitées localement pour servir à la production agricole locale. Et donc, on peut réinventer totalement les modes de lien entre territoire urbain et territoire agricole sur ce plateau. Alors, il y a déjà beaucoup de gens qui font, et j'illustre ici, puisque j'ai participé à un concours Ma thèse en 180 secondes de communication scientifique, j'illustre ici par ce schéma qui montre que si on récupérait l'urine de tous les habitants de l'agglomération parisienne, on pourrait produire jusqu'à 25 millions de baguettes de pain par jour, ce qui est
ce qui est un chiffre qu'on a souvent mal en tête. Et c'est dans l'urine, d'ailleurs, qu'on retrouve la majorité de ces nutriments, d'où l'intérêt spécifique pour l'urine. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on on a franchi l'étape de la réalisation par rapport à ce schéma théorique que j'indiquais il y a 2 ans dans ce concours, puisque nous avons récolté de l'urine à l'école des ponts, à partir ici d'un urinoir sec masculin. Nous l'avons épandu justement sur le plateau de Saclay. Nous en avons récupéré du blé transformé en farine, et puis nous organisons, alors quand on n'est pas en distanciel, des dégustations de ce pain dont le blé a été fertilisé à l'urine pour donner à voir, et de façon même corporelle, la mise en œuvre de systèmes circulaires potentiels pour demain. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'être bref pour donner un aperçu assez général d'une traduction, je dirais, opérationnelle des principes dont Jérôme parlait sur l'insertion des humains dans une zone critique de façon soutenable. Merci Fabien. En tout cas, c'est certain, c'est qu'on va penser à la notion de sobriété alimentaire de manière totalement différente maintenant, je pense. Donc, ça nous permet en tout cas de voir en tout cas comment opèrent ces circuits. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans la discussion sur les recherches sur la longue durée aussi que tu as pu mener sur ce territoire francilien, parce que je crois que ces recherches, elles s'inscrivent vraiment sur plusieurs décennies, voire 150 ans si mes souvenirs sont bons, et que c'est aussi un des moyens de réfléchir à l'évolution et à la trajectoire historique de ces systèmes d'alimentation expression. Mais avant cela, je vais tout de suite passer la parole à Christelle Morel-Journal, qui, elle, va développer une perspective historique, pour le coup, bien qu'elle soit géographe, et donc peut-être qu'elle se sentira visée par les commentaires de Jérôme tout à l'heure sur la question de la représentation, ou pas d'ailleurs. Mais Christelle va surtout nous parler du cas de Saint-Étienne, comme étant l'un de ces territoires dans lesquels il y a une pollution des sols en héritage. Et c'est le projet de recherche que tu as mené. Et je crois qu'on va encore plus aller vers la prise en compte des sociétés humaines, et notamment des formes d'organisation sociale et politique. À toi, Christelle. Merci, merci Charlotte. Alors du coup, effectivement, je vais vous proposer de regarder d'un petit peu plus près la fine pellicule, a dit Jérôme tout à l'heure, sur laquelle les humains vivent ou ils s'insèrent, et en tout cas, pour ce qui concerne la région stéphanoise, ont développé aussi à partir du début du 19e siècle, pour simplifier, un système d'extraction du charbon qui s'est combiné aussi avec des dynamiques d'industrialisation. Donc cette recherche, c'est une recherche terminée qui s'est déroulée entre 2013 et 2017. Donc, dans le cadre d'un appel à projet du ministère de l'écologie à risque décision territoire, qui portait en fait sur la résilience des territoires face aux risques dans un contexte de nouvelles approches du risque, de gestion et de risques émergents. La réponse que nous avions proposé de faire, donc quand je dis nous étions une équipe de chercheurs en géographie et en sciences politiques, accompagnés de chercheurs en biologie et en géomorphologie de l'école des mines de Saint-Étienne. Il y avait plusieurs objectifs. Celui d'abord de questionner la notion de résilience, qui pourrait peut-être être un élément de débat sous le titre de territoire en mouvement, je ne sais pas. Donc dans des territoires soumis à des problèmes environnementaux faibles, invisibles, en tout cas dans la plupart de leurs manifestations, et de longue durée, donc de prendre cette notion de résilience de manière un peu différente de son champ traditionnel en référence à la catastrophe, pour le dire un peu rapidement. Donc, une recherche en contexte pluridisciplinaire, je l'ai dit, et puis le choix de la question des sols pollués comme problématique silencieuse, mais évidemment fortement contraignante dans des régions anciennement industrielles et confrontées à des enjeux un peu cruciaux de redéveloppement et de renouvellement urbain. Donc, peut-être des laboratoires particulièrement pertinents des problématiques anthropocènes. Ce projet de recherche combinait 4 études de cas, donc 3 dans la région de Saint-Étienne et puis une au Pays de Galles, à partir de méthodes, ma foi, classiques de sciences sociales, donc à la fois archives, recueil de littérature grise et entretien. Je vous ai mis une petite image de la situation des études de cas qui se situaient donc à la fois dans une commune d'une des 2 vallées industrielles qui
borde Saint-Étienne, si je puis dire. On a Lyon qui est ici, avec la vallée du Gier qui a vraiment été une des premières vallées industrialisées en France au début du 19e siècle. Donc, 3 études de cas. La commune de Chambon-Feugerolles, qui est une commune dont l'histoire industrielle est essentiellement métallurgique. Le quartier de Terre-Noire, qui est aujourd'hui un quartier incorporé dans Saint-Étienne, qui est un haut lieu des débuts de la métallurgie en France. Et puis, la commune de Réfugiés, qui se situe quelque part par là. Dans ce cadre que je vous ai rapidement décrit, c'était bien évident que nous avions la nécessité de prendre en compte l'histoire extractive de cette région, puisque l'exploitation du charbon a commencé au XIIe siècle en région stéphanoise. C'est en tout cas les premiers documents qui existent. Elle s'est évidemment intensifiée au début du XIXe siècle dans un contexte industriel et géopolitique combiné qui a vu l'État intervenir de manière extrêmement forte dans la mise en exploitation de ce bassin houiller, et de voir un petit peu ce qu'elle induisait en termes de rapports sociaux de long terme au sol et au sous-sol. Alors avec quantité d'ambivalence, d'abord parce que, avant tout, si je puis dire, le sol et le sous-sol sont synonymes de richesse en région stéphanoise, richesse charbonnière, je l'ai dit, un peu d'exploitation de mines de fer aussi. Richesse en capitaux, puisque les propriétaires fonciers du bassin stéphanois ont réussi, si je puis dire, à se faire indemniser de manière proportionnelle à la quantité de charbon extraite de leur sous-sol, avec une très forte conflictualité sociale autour de l'appropriation de cette richesse à la fois minérale et financière liée au sous-sol. Un métabolisme du système productif global qui reste à explorer, et puis un sous-sol qui est encore toujours riche d'un certain nombre de minéraux. En tout cas, dans cette région-là, ce qui est certain, c'est que selon les différents systèmes productifs, puisqu'on ne peut pas réduire la région stéphanoise à simplement une région industrielle classique du 19e siècle, mine, charbon et fer, il y a aussi l'exploitation du textile et quantité d'autres, de la quincaillerie et autres systèmes productifs. En tout cas, cela s'est traduit par un remodelage intense des sols, de leur configuration, des carrières, des crassiers, ce qu'on appelle les terrils dans le nord, des sols à raser, bien sûr, pour faire place à des usines, des remblais importants. Il est assez banal dans la vallée du Gier, dont je vous parlais tout à l'heure, d'avoir des remblais de 15 à 20 mètres, des déplacements intenses de sol qui font qu'aujourd'hui encore, même quand on cherche à construire sur des sites qui n'ont pas été industrialisés, on se retrouve avec des problèmes de pollution des sols, parce que les terres, moi aussi je mélange de vocabulaire, va me dire Jérôme, ont été bougées. Territoire en mouvement, je ne sais pas, mais terre en mouvement, ça c'est certain. Et bien sûr, dans toute cette mobilisation des sols et sous-sols, des pollutions. Je laisse de côté les transformations aussi profondes des systèmes hydrologiques qui ont été aussi profondément transformés par l'exploitation minière. Alors, ça donne des configurations. Alors ça, c'est un Google Earth un peu bizarre qui fait mal aux yeux, j'espère pas trop aux vôtres, mais qui vous montre simplement l'emprise aussi de ces extractions du sous-sol dans le paysage. Alors, c'est un peu vu de haut, mais ce sont donc à Saint-Étienne ce qu'on appelle les crassiers, un mélange de vocabulaire de l'industrie métallurgique et de l'exploitation minière pour le coup. Donc, des collines entièrement fabriquées, installées dans des carrières pour en assurer la stabilité, reboisées pour assurer la stabilité des terrains, qui correspondent en fait à des déchets de mines à une époque où les galeries minières n'étaient plus remblayées, donc qui correspondent aussi à des périodes du système productif, ce qui est assez intéressant. Voilà, ça se marque comme ça. Ce sont des collines qui servent aussi de lieux d'expression politique et de bataille d'inscription sur les crassiers. Et puis vous le voyez ici, donc qui sont insérés dans
dans le paysage qui peuvent l'être de manière tout à fait discrète, si je puis dire, sauf quand c'est aussi une autre forme de crassier que vous avez sous les yeux, sauf quand ils se mettent à être exploités pour les matériaux. Et dans ce cas-là, eh bien, ce qui était une colline verte s'ouvre et révèle des sols qui sont eux-mêmes des résultats de l'exploitation. Voilà, donc après enquête, je m'étais engagée à 10 minutes, il faut que je les tienne, donc je vais un petit peu vite. Ce qui a été documenté donc en regardant un petit peu le processus de mise à l'agenda de cet intérêt pour les sols et de leur pollution. En tout cas, c'est une longue indifférence à cette pollution des sols, ce qui préoccupe beaucoup et de manière très constante. Ce sont les pollutions des eaux et une invisibilité du problème jusqu'aux années 1980, donc une invisibilité qu'il faudrait relativiser. Lorsque les principaux sites miniers sont abandonnés dans les années 1970, les sols ne sont pas traités, il n'y a pas d'obligation réglementaire à le faire, et la manière de les traiter, c'est simplement de remettre de l'industrie sur l'industrie, de stabiliser la répartition, la division sociale et économique de l'espace, si je puis dire ça comme ça. Donc, ce résultat, entre guillemets, a rapproché de plein d'autres travaux, ceux de Sabine Barle que Fabien a cité tout à l'heure, qui a bien montré aussi cette approche surfacique de l'urbanisme aussi, qui a longtemps délaissé le rôle du sol et du sous-sol, qui ont été relativement limités à des formes de mise en ordre de la ville, rejet ou réceptacle des encombrants. Réceptacle des encombrants, alors je vous ai mis un extrait d'entretien parce que c'est assez saisissant. Le dernier ingénieur en chef du bassin de la Loire, donc l'exploitation de fond, est fermée en 1983 dans le bassin de la Loire. Eh bien, tout a été abandonné au fond. Voilà, je vous laisse lire, la ferraille, les moteurs, l'huile. Il n'était absolument pas question, pas rentable de remonter tout ça. Donc le sous-sol comme réceptacle de l'abandon. Et bien sûr, tous ces matériaux se sont retrouvés ensuite dans les eaux qui lessivaient, par ruissellement, lessivaient les anciens travaux miniers avec des formes de pollution assez fortes des réseaux de surface, des rivières existantes, et aussi de menaces sur un certain nombre de bâtiments en raison de la qualité corrosive de ces eaux. Une autre illustration que je ne développe pas, mais qui montre aussi que les anciens puits de mine non remblayés ont servi de réceptacle, là aussi plutôt confortable, à des déchets aussi sympathiques que ceux des lavages de cuves d'hydrocarbures du port pétrolier de Givors, par exemple. Donc, on a caché beaucoup de choses dans ce sous-sol au cours du processus d'abandon de l'exploitation. Ces questions de pollution des sols, en fait, elles émergent avec la désindustrialisation, avec la nécessité de redéployer les friches et de mettre en place des formes de renouvellement urbain, donc une mise à l'agenda, mais une mise à l'agenda discrète, si je puis dire ça comme ça, sans politisation globale de la question des sols, avec des formes de conflictualité importantes entre les collectivités locales, l'État, ou plutôt les différents segments de l'État. Je n'ai pas bien le temps de développer. Mais en tout cas, cette idée que le sol et le sous-sol en région stéphanoise sont des archives de ces anciennes activités qui sont des activités profondément sociales, autant économiques que sociales. Et du coup, un véritable enjeu dans les questions d'aménagement, bien sûr, mais dans l'action publique de manière globale, de penser ce sol et ce sous-sol, et sans doute d'en faire une cible plus explicite et globale de l'action publique dans les différentes formes de réaménagement de la ville. 13 minutes, Charlotte, je suis désolée.
Aucun problème, Christelle. C'était très clair et du coup, ça permettait effectivement de bien voir la manière dont se déclinait cette pollution dans les sols stéphanois. Alors évidemment, je vais sans doute à nouveau enfin, voilà, montrer la pauvreté du vocabulaire que l'on peut avoir en français pour traiter cette notion de sol, de territoire, de terre, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'à travers ces trois perspectives, on peut penser en tout cas ces territoires en mouvement, c'est-à-dire au contexte anthropocène, et la manière dont ils sont travaillés par des dynamiques à la fois environnementales, écologiques, sociales, politiques, économiques de très longue durée. Et donc, je crois que c'est l'une des choses qui vous rassemble finalement, c'est de regarder ces évolutions non pas sur le court terme, mais de manière plus développée dans le temps. Mais peut-être avant enfin, que moi je prenne la parole, peut-être passer la parole tout de suite à notre public. Alors, je reconnais beaucoup de doctorants de Sciences Po, de collègues d'autres établissements, d'anciens étudiants. Enfin, voilà, n'hésitez pas à poser des questions par le biais des questions-réponses. Je ne crois pas que vous puissiez intervenir directement et je les relayerai du mieux possible. Voilà, j'ai envoyé le... peut-être en attendant l'arrivée d'une première question, vous demandez peut-être de revenir les uns les autres sur la manière dont vous avez tous mentionné finalement le fait d'avoir travaillé de manière interdisciplinaire, ou en tout cas sur travailler sur des formes de représentation, sur la manière de saisir finalement cette pollution sur la longue durée, ou alors ces systèmes d'alimentation, de la manière dont ils s'inscrivent sur la longue durée. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ces modes de collecte de données et puis de la manière dont vous avez pu travailler justement de façon interdisciplinaire, intégrer justement vos questions de recherche. Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaiterait commencer. Peut-être qu'on peut repasser la parole à Jérôme et reprendre l'ordre dans lequel vous êtes intervenu. Jérôme, ça te donnera peut-être l'occasion de revenir notamment sur les recherches que tu mènes actuellement sur les zones critiques et peut-être sur la dimension comparative, parce que je crois que l'intérêt, c'est justement de croiser ces représentations-là sur différentes dimensions de la zone critique, si je comprends bien, et de voir comment est-ce que, à travers ces différentes photos, cela permet de mieux comprendre comment se passe cette évolution de la croûte terrestre, si j'ai toujours bien compris, et si je choisis les bons termes. Je fais très attention. Oui, enfin, sans parler de la croûte terrestre, je trouve que les trois intervenants du jour étaient vraiment très complémentaires pour cette question de comprendre des systèmes, hein. C'est-à-dire que Fabien montre bien qu'on suit l'azote, mais derrière l'azote, en fait, c'est tout un système socio-écologique qu'on essaye de pister. Et donc, on a une représentation d'un système via le traceur en question, qui est l'azote, mais on pourrait, Fabien aurait pu parler du phosphore, il aurait pu parler des micronutriments, il aurait pu parler de tas d'autres trucs, et on aurait à chaque fois eu une vision un peu différente du système. Et c'est le croisement entre toutes ces différentes données, ces différents capteurs finalement, qu'on arrivera à se faire une meilleure représentation de la dynamique finalement de la zone critique, parce que c'est ça les enjeux. C'est pas tant de la représenter en bloc diagramme, je réenfonce le clou, que de comprendre qui est connecté avec quoi, et si je bouge ça, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, puisque tout est plus ou moins connecté, c'est une chaîne, et à chaque fois qu'on agit à un endroit, ben, on déplace l'ensemble des équilibres. Voilà. Et alors, pour répondre plus spécifiquement à ta question, et oui, et donc Christelle a mentionné également le problème des résidus de mines. Et Christelle, tu as sans doute bien sûr beaucoup travaillé sur les métaux lourds qui sont dans le charbon et qui se baladent ensuite dans l'environnement. Il y a des cas célèbres de ce qu'on appelle les drainages miniers, hein, qui sont absolument catastrophiques et qui sont des héritages empoisonnés pour les générations futures, dont on ne sait pas trop bien comment se débarrasser. Et là aussi, c'est un problème critique d'une zone qu'il faut modéliser dans son ensemble. Donc, les infrastructures de recherche, pour répondre à ta question, Christelle, elles se mobilisent comme elles peuvent et en faisant des bases de données, c'est la grande mode, interopérables si possible, en répondant à des directives qui viennent de l'Europe. C'est un sujet qui donne le vertige parce qu'en fait, on peut passer sa vie à organiser ces bases de données, à les rendre interopérables, surtout qu'aujourd'hui, technologiquement, il n'y a quasiment plus de limitations, hein, si ce n'est que
le numérique, ça consomme beaucoup de CO2 et qu'à un moment, il faudra quand même se poser la question de savoir, la question de la parcimonie hein, de toutes ces infrastructures numériques aussi. Mais technologiquement, on sait faire de ces bases de données immenses, interopérables, etc. La grande question, mais là j'ai envie de te la poser, Charlotte, c'est comment les politiques publiques ensuite vont utiliser ces données-là. Est-ce qu'elles vont savoir les utiliser? Et c'est finalement un problème de représentation aussi, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des bases de données, on ne les fait parler que si on a un modèle a priori de la manière dont toutes ces données décrivent le système. Donc, bon, je sais que nous avons déjà parlé, toi et moi, de ce problème qui, moi, me traumatise, qui est que, en fait, ces données de la recherche ne sont peut-être pas utilisables par les politiques publiques, auquel cas, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème parce que c'est beaucoup d'argent investi, c'est beaucoup de temps que les chercheurs passent à rendre ces bases de données interopérables. Et donc, il faut qu'on avance sur cette question. Enfin, voilà, c'était un peu mon sentiment sur la construction des bases de données. Je ne vais pas, effectivement, on va pas revenir sur ce débat sur le rôle des politiques publiques. Je vais laisser la parole à Fabien et puis à Christelle, et puis éventuellement, j'en prendrai ensuite la parole. Fabien, sur cette question justement des infrastructures de recherche, mais plus généralement sur la manière dont on appréhende ces territoires, ces transformations de systèmes d'expression alimentation sur la très longue durée. Je sais que tu as fait des enquêtes sur 150 ans dans la région Île-de-France, notamment sur ce plateau de Saclay, avec des collègues du muséum, si je ne me trompe pas, et d'autres. Donc, peut-être nous dire comment est-ce qu'on travaille finalement ces grands ensembles de données comme ça sur la longue durée pour reconstruire ces évolutions dans le temps long. Est-ce que ce sont des choses, des protocoles de recherche qui sont construits là aussi en collectif, et comment est-ce que tout ça s'organise pour peut-être aller au-delà de la représentation et vers l'explication finalement de ces phénomènes, c'est-à-dire véritablement mettre en relation la dynamique qui va s'instaurer entre les différents compartiments de la zone critique que Jérôme mentionnait tout à l'heure. Oui, peut-être je peux faire un point sur ma trajectoire personnelle parce que je pense qu'elle elle peut être intéressante pour éclairer cette question d'interdisciplinarité. Moi, si maintenant je pense qu'on peut dire que je suis chercheur, mais en tout cas, il y a 5 ans, je n'étais pas chercheur. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'administration. Et en fait, je suis arrivé sur ces questions par un problème d'action publique. C'est-à-dire que j'étais en charge de la gestion de la rivière Seine pour le compte du ministère de l'écologie. Et avec le projet politique du Grand Paris, il y a eu un groupe de travail qui s'est monté et qui a montré qu'en fait, le projet Grand Paris n'était pas compatible avec l'atteinte. Alors, la Seine n'est toujours pas au bon état, hein, ça fait des décennies qu'elle est relativement coulée, sa qualité s'améliore, mais elle n'est toujours pas à un état satisfaisant. Et on a montré que le projet Grand Paris était pas compatible avec le respect d'une bonne qualité de la rivière Seine. Moi, j'étais en poste à ce moment-là et j'ai été absolument choqué par le fait qu'une fois qu'on avait dit ça, derrière, on continue le projet Grand Paris. Enfin, voilà, les choses continuent comme ça. Et finalement, je voulais travailler sur ce sujet. Et en souhaitant travailler sur cette question, j'en suis venu à des chercheurs qui m'ont dit « Fabien, faire autrement, c'est un sujet sur lequel personne n'y connaît rien. Commence à monter de la recherche. » Et j'ai découvert l'existence de disciplines. Parce que je pense qu'avant, je n'étais pas conscient qu'il y avait des disciplines. Et ça m'a paru, mais complètement fou. Enfin, je ne sais pas, je pense que moi, j'ai été assez, peut-être très inspiré par le 19e siècle ou même les siècles antérieurs, où on avait des personnes qui s'intéressaient tout à la fois au grec, à la philosophie et puis aux mathématiques et tout ça. Et j'ai découvert effectivement des modes de pensée où on arrive à être tellement fin sur un tout petit point qu'on est complètement déconnecté d'une vision systémique. Et moi, je suis arrivé sur la recherche avec une compréhension d'enjeux de transformation du monde aujourd'hui qui sont extrêmes, puisqu'on est dans une crise globale, tout aussi sociale qu'écologique, qui nécessite de réinventer en profondeur nos modes de faire, et en fait une pensée qui est extrêmement dichotomique, porte à mon sens en elle-même le fait de ne pas arriver à sortir du système dans lequel on est, quoi. Et donc je suis arrivé tout de suite, moi, avec l'idée que il faut essayer d'arriver à comprendre le monde dans sa globalité, ce qui est complètement fou, évidemment, et inatteignable. Mais moi, j'ai commencé ma recherche en disant non, mais pas de problème, on va aborder par tous les angles en même temps, il n'y a aucun souci. Alors évidemment, après, on fait ce qu'on peut, mais je suis toujours resté avec ça à l'esprit, et je continue à faire cette recherche dans cette optique de compréhension globale.
Et alors, si on veut quand même s'inscrire dans une certaine discipline, moi, finalement, entre guillemets, mes maîtres à penser, si on veut dire, hein, c'est Sabine Barl avec l'écologie territoriale. Donc voilà, l'idée de. Et puis Gilles Billen avec la biogéochimie territoriale, qui, tous les deux, et globalement l'école de pensée qui va avec, se base sur l'idée que il faut intégrer la question sociale, donc la façon dont fonctionnent les sociétés humaines et dont elles s'organisent, et l'articuler avec une compréhension des flux de matière, de la compréhension de ce qui matériellement se passe et qui du coup est à l'interface entre cette organisation sociale qu'on pourrait qualifier d'immatérielle et puis cette organisation matérielle qui se traduit par des flux et finalement les intégrer. Alors c'est aussi ce qu'on retrouve dans la socio-écologie, hein, l'école de Vienne par exemple, je pense à l'ouvrage de Martina Fischer-Kowalski sur la socio-écologie. Et voilà, donc moi, clairement, je m'inscris là-dedans. Et quand on lit les textes de ces disciplines, à chaque fois, c'est des présentations qui sont un peu folles parce qu'on essaye d'intégrer absolument tout pour arriver à tout comprendre. Malgré tout, voilà, il me semble que c'est intéressant d'essayer toujours, quel que soit le travail qu'on fait, de le réintégrer dans cette vision systémique. Alors effectivement, on procède beaucoup dans ce travail par l'analyse de bases de données. On a beaucoup fait de travaux en histoire parce que la compréhension à la fois de comment fonctionne le monde aujourd'hui et de comment on peut imaginer des transitions pour demain, l'éclairage du passé est extrêmement intéressant. Et donc, effectivement, bon, il y a des difficultés méthodologiques à récupérer des données quantitatives il y a 150 ans, mais Sabine Barl a fait un travail extraordinaire sur Paris, duquel on est reparti pour faire les courbes que j'ai présentées, grâce à des statistiques qui sont extrêmement documentées dès le 19e siècle en France et qui permettent en fait de décrire la matérialité des échanges avec a priori pas trop d'erreurs et sur des chroniques du coup très longues. Et on peut donner à voir, alors je ne l'ai pas présenté là, mais dans ma thèse, on fait un scénario de transition inverse du système alimentation excrétion de l'agglomération parisienne en projetant sur les décennies qui viennent des transformations dans l'autre sens, c'est-à-dire une sobriété des régimes alimentaires et puis une nouvelle circularité, c'est-à-dire une utilisation des urines et matières fécales en agriculture pour leur valorisation. Et puis, par là même, une baisse de pollution des rivières, des sols, et puis de l'atmosphère avec les perturbations planétaires qu'on a aujourd'hui. Voilà, alors, on essaye le plus possible d'inscrire ces transitions matérielles dans un cadre social et politique, parce que bien sûr, ça pose la question de savoir qui, en fait, travaille à la mise en place de ces systèmes, comment est partagée la richesse qui en découle, etc. etc. Et dans le programme Okapi, alors on essaye autant que possible. En ce moment, on est je dirais, à peu près 25 chercheurs à collaborer, et je pense qu'il n'y a pas plus que 2 personnes qui sont dans la même discipline, donc on est vraiment dans un travail très interdisciplinaire pour justement apporter tous ces éclairages autant que possible sur cette question. Merci Fabien. Peut-être juste avant de passer la parole à Christelle, et juste te soumettre une question qui est arrivée dans les questions-réponses de Mélanie Eck, qui est doctorante à Sciences Po, en études européennes politiques comparées, et qui se demande si dans le travail qui est fait au sein des équipes Okapi, si vous avez pu intégrer notamment des déchets tels que les biodéchets ou les déchets, autres que les déchets, biodéchets ou déchets alimentaires, et notamment les déchets du BTP, qui représentent une part énorme dans la production des déchets. Et si ça fait partie des choses que vous prenez en compte, également. Donc voilà, peut-être ça c'est peut-être une réponse peut-être un petit peu plus courte. Oui, très succinctement. Dans le programme Okapi, on s'intéresse au système alimentation-excrétion. Donc voilà, les flux d'aliments, de biodéchets, effectivement, aussi excrétion humaine. Donc j'ai entendu à la fois biodéchets et déchets du BTP dans la question. Donc pour ce qui est des biodéchets, on s'y intéresse effectivement. Et là-dessus, il y a un potentiel de circularité très fort, mais qui est déjà dans les textes réglementaires et de plus en plus dans les pratiques. Il y a moins d'enjeux de transition que sur l'urine et matière fécale. Sur le BTP, on ne travaille pas du tout dessus dans le programme Okapi. En revanche, il y a des travaux qui sont menés dessus. Je pense à la thèse de Mathieu Ogiso qui a été soutenue il y a 2 ans sur justement les déchets du BTP. Et puis, je suis aussi membre du LABEX Futur Urbain et de son groupe de travail Métabolisme qui travaille en particulier sur les questions des déchets du BTP.
Alors du coup, Christelle, est-ce que justement sur ce travail en interdisciplinarité, alors tu as parlé de la sociologie, de la science politique, Fabien disait tout à l'heure que parfois les barrières disciplinaires sont absolument folles, et donc c'est clair que même entre la sociologie, la science politique, voire même avec la géographie, nous avons aussi des barrières et parfois des œillères, mais on peut aussi mener un travail en interdisciplinarité, donc c'est peut-être une première question. Et puis je vais peut-être prendre tout de suite la question qui nous est arrivée dans le chat, qui t'interrogeait plus spécifiquement sur la question pour le territoire de Saint-Étienne sur les mobilisations environnementales, et en particulier si elles ont contribué à ce que tu nous expliques en fait sur ces formes de mise à l'agenda discrète. Est-ce que ça joue un rôle dans la manière dont cette mise à l'agenda va opérer? Et la deuxième question est de savoir comment est-ce qu'on peut lire les archives que constituent les sols et les sous-sols en historien et en géographe. Qu'est-ce que ça nous dit? Comment est-ce qu'on les utilise? Peut-être dans des disciplines où on a peut-être moins l'habitude d'aller regarder justement les sols comme étant un matériau à part entière à mobiliser dans le cadre d'une enquête. Ça fait 3 questions, c'est énorme. Oui, c'est 3 questions, exactement. Mais du coup, je vais essayer, enfin en tout cas, je vais être rapide sur la première question sur l'interdisciplinarité pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je suis quand même en termes de formation un produit hybride, donc je suis à un moment un produit d'un Sciences Po, donc c'est effectivement, je me reconnaîtrais plutôt davantage aujourd'hui sous études urbaines plutôt que géographie. Et sans en faire trop sur mon parcours, mais il est vrai que j'ai fait ma thèse il y a fort longtemps sur la territorialisation du système d'exploitation minier en région stéphanoise. Et je suis obligée de dire rétrospectivement que j'ai traité ce sujet, ou j'ai construit ce sujet sans me préoccuper du tout de la configuration du sous-sol. Alors là, pour le coup, je n'ai considéré les atlas miniers que comme des instruments de connaissance et de mise destinés à la mise en exploitation du bassin, enfin, voilà, dans une forme de réductionnisme aussi de tout ça qui était là où j'en étais au départ. Et du coup, c'est plutôt ensuite confronté aux questions d'aménagement, donc en ayant aussi changé un peu d'objet, en voyant les difficultés de sortie des projets, hein, très pragmatiquement, des coûts aussi de traitement de ces terres, en étant au sein d'EVS dans des logiques d'ateliers avec des chercheurs en microbiologie, en hydrologie. C'est là où je me suis dit, mais enfin, cette question du substrat des sociétés qui m'a complètement échappé jusqu'ici, elle est fondamentale, sans doute, notamment dans cette région minière, je vais dire ça comme ça. Mais je dois dire que pour moi, c'est une question un peu inaboutie à ce stade. C'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'où, ça rejoint votre discussion sur les politiques publiques peut-être tout à l'heure, je sais pas jusqu'où faire basculer mon appréhension des choses. Voilà, je suis éveillée à cette fine pellicule que je trouve beaucoup plus épaisse que fine, et puis en même temps pas forcément facile pour moi à articuler tout ça. Mais en termes d'interdisciplinarité, ça s'est aussi articulé de manière très surprenante avec un designer, par exemple, qui travaille sur la question des sous-sols et de leur représentation, donc avec toute la gamme de vocabulaire qui a été ouverte tout à l'heure par Jérôme sur l'anglais, hein, c'est land, c'est earth, c'est dirt, c'est datum, c'est bon, voilà, il y a une ground. Il y a beaucoup de choses qui permettent de déployer ce que nous on n'arrive pas beaucoup à faire en français, et qui qui reste un matériau pour moi encore à creuser. Donc ça, c'est une question inaboutie. Je vais prendre la deuxième question, puis après je redistribue la parole. Je pense que ça sera mieux, qui est donc la question des mobilisations environnementales. Très peu, très peu, et en tout cas pas sur les sols. Ça, c'est assez clair. Il y en a eu historiquement
peu l'eau, parce qu'il y avait des intérêts économiques divergents et conflictuels sur cette question-là, entre l'exploitation minière qui asséchait les cours d'eau et ceux qui en avaient besoin pour faire tourner les machines ou les moulins. Conflit sur la qualité de l'air, puisqu'il y avait une centrale thermique au charbon dans la vallée de l'Ondaine, donc au Chambon-Faugerolles, où là, on a une mobilisation relativement précoce. Le préfet Grimaud est préfet de la Loire, donc on doit être en 63 ou quelque chose comme ça, où les habitants, sous l'égide d'un médecin, mais oui, prélèvent des échantillons d'air, les envoient au gouvernement. Mais globalement, dans cette région pourtant voilà, qui est affectée par nombre de problèmes environnementaux, des questions aussi sur des formes, peu de mobilisation et des questions sur des formes d'accoutumance aussi à ces dégradations environnementales qui sont un peu rapides, dites comme ça, et qui mériteraient aussi un vrai approfondissement. J'ai oublié la troisième, mais peut-être c'est mieux de refaire circuler un petit tour et puis j'y reviendrai. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas dans les différents cas, c'est que ça montre aussi peut-être l'intérêt de monter en généralité avec une comparaison, par exemple, et notamment d'aller voir comment est-ce que opèrent ces mobilisations ou l'évolution des systèmes d'alimentation d'expression dans différents contextes, et puis de voir à ce moment-là comment est-ce que on peut essayer de travailler à partir de territoires très spécifiques, la façon dont on va pouvoir expliquer les différentes connexions qui se font. Alors, il y a plusieurs questions qui sont venues. Alors, il y en a tout d'abord une pour tous les trois, donc de Charlotte Glinel, qui est également doctorante au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, et qui demande, qui vous pose une question sur les méthodes, en disant que vous avez tous les trois parlé de pluridisciplinarité institutionnelle, mais qui s'interroge sur la place que vous donnez, chacun d'entre vous, dans vos travaux, sur les savoirs profanes dans ces collectifs de recherche. Donc, soit dans la prise en compte de savoir d'un point de vue historique, par exemple les ouvriers jardiniers à Saint-Étienne, mais ça peut être les protocoles, par exemple la prise en compte de l'expertise des agriculteurs pour l'épandage d'urine et de purin. Pour ce qui est de Jérôme, il me semble me souvenir que dans l'exposition de Karlsruhe, il était fait mention aussi de la façon dont on pouvait travailler avec les habitants, notamment pour des représentations, des travaux justement de design, mais je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles toi tu travailles dans le cadre des zones critiques, mais peut-être que l'Europe, faisant en sorte qu'on ait toujours des savoirs profanes dans tous nos projets de recherche, y a pourvu, et que tu as pu t'en emparer de cette manière-là. Et puis, il y a une deuxième question qui vous concerne tous les trois, d'un spectateur anonyme qui nous demande si vous êtes optimiste quant à l'utilisation des modes de construction biosourcés, notamment les bois et les terres crues, et la construction bétonnée polluant les sols pourrait être une alternative intéressante. Et il a l'impression que ces méthodes présentent de vrais avantages écologiques, mais qu'elles impliquent la redécouverte de certains savoir-faire perdus. Certains acteurs du BTP semblent très sceptiques sur la question. Que nous dit la recherche sur ce point? Et enfin, j'ai un commentaire de mon collègue Jean Chiche qui, lui, porte sur les politiques publiques et qui est sur le lien entre les données et les politiques publiques, donc sur le fait que les données donnent finalement à avoir une certaine représentation des pollutions, une certaine représentation des inégalités environnementales, et de telle sorte que les politiques publiques puissent s'en servir. Peut-être qu'on pourrait aussi inverser la discussion, mais ça reste pour moi et d'autres travaillant sur ces questions. Comment est-ce que les politiques publiques contribuent elles-mêmes à créer ces inégalités environnementales? Parce qu'après tout, ça ne marche pas uniquement dans un sens. Il y a bien des effets de retour et des effets de feedback sur lesquels on travaille depuis quelques temps avec mes collègues. Mais en tout cas, je vous laisse la parole, peut-être les uns après les autres. Peut-être que Fabien souhaite commencer, ensuite Jérôme et ensuite Christelle. Oui, très, très volontiers, parce que les questions qui sont posées en plus font écho à beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de choisir quelques éléments pour l'illustrer. Sur le cas spécifique de la gestion des urines et matières fécales, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a une absence quasi totale du monde académique et des institutions d'implication sur la possibilité qu'on gère autrement urine et matières fécales que par la toilette à chasse d'eau, le tout à l'égout, comme depuis finalement que 100 ans, à partir des années 50 et 60. Et en fait, depuis les années 60, il y a énormément de gens
qui, d'une part, ont des pratiques, je dirais, passées de gestion. Alors, c'est la toilette au fond du jardin, mais avec beaucoup de savoir-faire. On m'a parlé de plein de gens qui disent qu'il faut faire tremper les poireaux dans les matières de la latrine parce qu'ils vont pousser beaucoup mieux, etc. Enfin, il y a plein de savoirs à cette époque. Et puis, donc, des personnes qui se remettent à la toilette sèche après être passées par la toilette à chasse d'eau et un militantisme très fort à partir des années 70 et puis au-delà. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit en fait le programme Okapi y a beaucoup participé, mais depuis les années 2015, une reprise en main institutionnelle et entre autres de l'académie, de finalement tout un tas de choses qui étaient bien mieux connues dans les savoirs profanes. Alors, moi, je suis totalement redevable finalement de tous ces gens qui, depuis des dizaines d'années, ont travaillé sur ces questions. Je pense en particulier à des éco-villages suédois d'habitat participatif qui, depuis les années 90, ont fait des partenariats avec un agriculteur qui est voisin. Ils ont collecté l'urine dans une cuve pour une quarantaine de familles. Et puis, elle est pendue sur le champ d'à côté et ça tourne depuis 25 ans. Et en fait, on a ici tout un échange là-dessus. Alors moi, j'ai vraiment commencé par aller interroger tous ces gens, fédérés aujourd'hui en France dans un réseau qui s'appelle le réseau de l'assainissement écologique. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il est en train de se passer un changement d'échelle avec l'institutionnalisation. Alors peut-être deux éléments qu'on peut en tirer. Le premier, ça répondra un peu à la question des matériaux biosourcés du BTP, parce que finalement, j'y connais rien sur les matériaux du BTP, mais je trouve que c'est un peu le même sujet a priori, et c'est une question qui m'intéresse beaucoup. En fait, à mon sens, la grande différence qui se passe entre les réflexions qui pouvaient exister au sein du réseau de l'assainissement écologique et puis l'institutionnalisation qui se passe actuellement sur la possibilité de gérer autrement urine et matière fécale, c'est qu'on a par ailleurs opéré également un changement d'échelle. C'est-à-dire que le militantisme de la toilette sèche auparavant ou encore aujourd'hui portait sur des pratiques, le compostage par exemple, des urines et matières fécales, adaptées à des densités de population relativement faibles. Et finalement, donc voilà, des systèmes qui marchent très bien en milieu rural, potentiellement en pavillonnaire, mais qui en fait ne sont plus possibles de traduire quand on est sur un habitat type centre-ville urbain. Et donc en fait, on a des pratiques qui existent, qui sont aujourd'hui en fait dans les milieux ruraux et qui, dont l'esprit est extrêmement intéressant, mais qui, quand on essaie de les traduire dans des nouveaux contextes urbains, denses en particulier, doivent être modifiés pour pouvoir être appliqués. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir comment on a, dans ce cas précis, des savoirs profanes qui sont adaptés à certains contextes, à certains territoires, à certaines échelles, et qui en fait nécessitent des réadaptations quand on change d'échelle. Et je pense que voilà, on essaie vraiment d'inscrire notre recherche dans cette logique de s'appuyer sur des savoirs qui ont existé par le passé et qui existent encore aujourd'hui, tout en essayant de voir comment est-ce qu'on peut adapter, en changeant d'échelle, les techniques pour qu'elles puissent s'adapter aux différentes configurations territoriales. Et on fait en ce moment ce travail de recherche spécifique sur, finalement, comment peut-on imaginer réinventer, à la fois d'un point de vue des techniques, mais aussi des arrangements d'acteurs, parce que c'est des filières derrière qui y a à monter, les différentes façons de gérer urine et matière fécale en fonction des configurations territoriales, des types d'agriculture, des types d'habitat. Et c'est un champ extrêmement vaste et extrêmement intéressant, parce qu'on a finalement un monopole du tout à l'égout qui, tel un bulldozer, je dirais, a mis urine et matière fécale dans l'eau, quelles que soient les configurations territoriales, voilà, tout à l'égout pour tous, entre guillemets. Et là, on voit qu'on peut réinventer en fait des choses extrêmement fines, extrêmement intéressantes, et qui vont redonner la capacité, dans chaque territoire, d'inventer quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, c'est extrêmement enthousiasmant pour la suite, justement, d'imaginer ces constructions. Alors, pour les matériaux de construction, je dirais, probablement, on peut inventer, faire des parallèles, mais c'est moins mon domaine, je ne peux pas en parler directement. Merci, merci Fabien. Jérôme, peut-être sur cette question des savoirs profanes ou sur un autre aspect, peut-être les politiques publiques qui créent les inégalités, qui vont créer ces pollutions. Je peux parler un petit peu de ce qui se passe dans les observatoires que les chercheurs ont mis en place et qui sont très ancrés dans des territoires particuliers. Les chercheurs développent des observatoires long terme à un endroit donné, parce que cet endroit-là, il est
particulièrement pédagogique, on va dire, pour isoler un certain nombre de facteurs qu'ils veulent mieux comprendre, modéliser, isoler les processus. Par exemple, si vous travaillez sur la dénitrification, eh bien, vous allez équiper pendant longtemps un site qui est un site où ces processus seront étudiables facilement. Et donc, vous voyez là que, étant donné que ces observatoires, ces infrastructures pour la recherche sont très ancrées dans des terrains particuliers, oui, il y a forcément une relation avec ce que la personne qui a posé la question appelle les savoirs profanes, parce que qui ne connaît pas mieux son territoire que l'habitant, que celui qui y est né, que celui qui y vit tous les jours. Et ça me fait penser à deux choses. La première chose, c'est que il existe en France un réseau socio-écologique. Donc, Fabien a mentionné l'existence, sa découverte de la socio-écologie, effectivement. Et la socio-écologie française est assez en pointe et a développé un réseau national qui s'appelle le réseau des zones ateliers. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est des zones au sens où je les définis, des zones non pas à défendre, mais des zones à étudier, préférentiellement. Et là, les questions, parce que ça, c'est vraiment l'ADN de la socio-écologie, les questions scientifiques sont co-construites avec les acteurs du territoire. Donc, je ne dis pas que c'est du savoir profane, mais il y a nécessairement l'influence d'un savoir profane. Et ça, c'est fantastique. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des tas d'exemples où les apiculteurs travaillent avec les chercheurs. Et comme le dit souvent mon ami et collègue Vincent Bretagnol, qui a dirigé pendant longtemps ce réseau des zones ateliers, le scientifique n'est qu'un des acteurs de la chaîne de production du savoir. Hein. Il n'est qu'un espèce de relais ou d'amplificateur. Et ça, c'est une façon de faire de la science qui est très intéressante. Ça me fait aussi penser que dans d'autres observatoires, il y a un petit observatoire qui a été construit dans les années 1986 dans les Vosges. La grande problématique dans les années 90, c'était les pluies acides. C'est un problème qui a un peu disparu parce que les pluies ont été purifiées, enfin, l'atmosphère a été purifiée, les pluies sont moins acides, mais c'est un problème qui est toujours très prégnant en Asie, par exemple. Et dans un petit observatoire qui s'appelle l'observatoire du Strengbach, qui est logé dans la forêt vosgienne, à côté d'un village qui s'appelle Aubure, extrêmement dynamique. Et là, il est vraiment intéressant, émouvant presque, de voir comment les habitants du village s'intéressent à l'observatoire. Ils en ont fait un des éléments de leur paysage, pour le dire vraiment comme ça se passe. La grande problématique dans les Vosges, il y a deux choses. Il y a l'exploitation du bois qui rapporte beaucoup d'argent aux communes. Et il y a également, plus original, la chasse qui n'obéit pas aux règles qui sont en cours ailleurs dans le territoire national. Les chasses sont privées en Alsace et rapportent beaucoup d'argent aux communes. Mais il y a une opposition entre privilégier la chasse et et développer la forêt, puisque les cerfs, qui sont la population que les chasseurs aiment le plus, mangent les jeunes pousses d'épicéas et de sapins. Et donc, vous voyez tout de suite que vous pouvez pas encourager et gagner de l'argent en développant la chasse, en encourageant la chasse, en laissant se proliférer les cerfs et en même temps garder votre forêt intacte. Donc, c'est vraiment un joli problème dans lequel l'observatoire est impliqué. Alors, je ne sais pas si c'est du savoir profane, mais c'est typiquement, voilà, pour moi aussi un problème de zone critique où l'homme n'est pas en dehors du cadre, hein, comme malheureusement, je trouve, en écologie, on le présente trop souvent, mais il est complètement dedans, il est acteur du système. Et donc, il faut le considérer dans toute son entièreté, dans toutes ses relations avec le milieu. Voilà, c'est deux exemples que je voulais prendre et qui, à mon avis, vont assez bien dans le sens de la participation profane, entre guillemets. Oui, qui, à mon avis, a un terme comme celui de territoire, d'ailleurs, peut-être tout aussi multidimensionné. Peut-être qu'on revienne là-dessus. Christelle, je te passe la parole. Je ne sais pas quels sont les éléments des questions qui sont venus que tu souhaites prendre. Je te laisse le choix. Peut-être continuer donc avec effectivement les précautions sur savoir profane. Alors, en travaillant sur la pollution des sols, c'est évident que, comme sur les questions de risque en général, que c'est assez compliqué d'aborder de front, je vais dire ça comme ça, cette question en venant voir les gens, en leur demandant si vraiment ils ne vivent pas ou ils ne cultivent pas un jardin qui vraiment est
plutôt souillé que propre, et est-ce qu'ils sont vraiment contents de manger ces légumes. Donc il y a vraiment une difficulté méthodologique là, donc qu'on a essayé de contourner, parce qu'effectivement on était assez intéressés sur les 3 terrains que je vous ai très rapidement présentés, là notamment à Terre Noire, ça ne s'invente pas, le groupe de musique Terre Noire qui a le vent en poupe là, vient de ce quartier. En ce moment, c'est eux qui ont inventé le Black Paradiso, histoire de décaler un petit peu la réalité de ce territoire-là. Et donc, on a essayé de faire évoquer cette question-là en utilisant la photo-illicitation, donc cette méthode voilà, de mettre en récit, en gros, une espèce de vécu territorial avec des jeux de photos. Voilà, c'était intéressant à faire. Et en tout cas, la question de je dirais pas pollution, de la saleté ou de la souillure des sols, elle ne se dit pas. En tout cas, c'est extrêmement difficile si on le fait voilà, dans une enquête un peu extensive, dans un quartier où on trouve des habitants qui ont connu ce quartier complètement pris par l'industrie, on va dire ça comme ça, et des nouveaux habitants qui, au travers de certains indices, des murs en mâche-fer, des qualités de sol, pourraient lire des choses. Ça, c'est vraiment rien d'évident là-dessus. Par contre, des choses plutôt intéressantes quand on a pu trouver des habitants qu'au départ on a considérés un peu comme habitants experts. Alors c'était en l'occurrence, ça revient aux filières de démolition et de matériaux, mais un ancien chef d'entreprise de maçonnerie qui est beaucoup intervenu dans la phase de démolition des usines, donc avec pour le coup quelqu'un auquel on disait ici c'est pollué, ici attention, classer ou déclasser les matériaux, il y avait toute cette problématique-là. Et lui, il nous a proposé de nous montrer cette pollution des sols. Nous avons passé une après-midi entière avec lui, et en fait, il nous a montré tout autre chose. Dans cette balade qu'il nous a faite, une espèce d'entretien baladé, il nous a emmenés au bord de l'autoroute qui fait un bruit monstrueux dans la vallée. Il nous a emmenés au bord de la rivière. Bref, il a mis en récit toute une chaîne de pollution différentes. Et la pollution des sols, on y est arrivé à 19h38 avant de rentrer chez nous. Il n'y avait plus rien à voir parce que l'usine avait été démolie. Tout ça pour vous dire que cet habitant expert de son territoire, la pollution des sols n'est pas isolable pour lui. Elle est prise dans un ensemble, dans une pratique d'ensemble et dans des chaînes de représentation qui mettent en récit, oui, des pratiques et des représentations beaucoup plus fines que ça. Je ne sais pas si je suis arrivée bien à répondre. Et peut-être dernier élément sur ces savoirs profanes, donc eux sans les chercher, mais en regardant de près sur ce qui se passe sur un écoquartier dont le projet est assez spécifique parce qu'il maintient sur le site de la production industrielle lourde, on va dire ça comme ça. Et bien là, on s'est rendu compte que, alors là aussi dans des séquences particulières, mais un chef de projet parce que les surprises sont quotidiennes sur ce site-là. Donc, voilà, on a beau avoir une cartographie de l'organisation des ateliers et penser que la pollution est là, les surprises arrivent tous les jours. Et lui, ce chef de projet a réussi à installer une relation de confiance avec des anciens de l'usine, alors qu'ils sont organisés en associations historiques. Et c'est eux qui va chercher pour lui expliquer quand il tombe sur soit un point chaud, comme on dit, sur autre chose, c'est eux qui viennent expliquer, sentir, renifler, toucher et faire des hypothèses sur ce qui a été là et du coup, pour lui, orienter aussi les analyses qu'il peut lancer et ce qu'il fait des terres comme ça. Donc voilà, mais ça c'est un petit exemple. Un grand merci à tous les trois. Enfin, je crois que en tout cas, je parle peut-être pour Jérôme, là, pour le coup, et pour le Centre des politiques de la Terre. Je crois que c'est un débat, en tout cas des présentations qui pour nous sont extrêmement enrichissantes dans le cadre de l'axe de recherche qu'on s'est donné sur les territoires en mouvement. Et je crois que ça montre tout l'intérêt, en tout cas, qu'il y a à croiser les regards, à croiser les différentes perspectives et à se parler davantage pour voir tout simplement comment est-ce qu'on peut instrumenter à la fois des protocoles de recherche, mais aussi la manière de penser, de représenter, de donner à
voir la façon dont les sols et leur transformation, les territoires et leur transformation, les matériaux et leur transformation, et je vais m'arrêter là dans cette énumération, permettent de nous expliquer comment est-ce que les sociétés ont évolué dans le temps, et peut-être aussi d'envisager la manière dont elles vont continuer à se déployer en tenant compte, en étant optimiste, comme l'a fait Fabien tout à l'heure, des nouvelles formes de sobriété, des boucles de rétroaction, des symbioses qui peuvent se créer. Et en les travaillant au fur et à mesure. Donc un grand merci à tous les trois. Et puis j'en profite pour vous informer de la tenue de 2 prochains webinaires du Centre des politiques de la Terre. Un la semaine prochaine qui aura lieu en anglais cette fois-ci sur l'impact du climat sur les espaces urbains en partenariat avec le Lancet Countdown à l'occasion de leur rapport 2020, une parution qui permettra de centrer sur le cas plus spécifique de la ville de Paris en matière de climat et de réchauffement urbain. Et puis le 16 décembre, là ce sera l'occasion de prendre la question des inégalités environnementales par le biais cette fois-ci des actions collectives et des mobilisations qui se font autour de ces inégalités, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut les représenter. Et ce seront là nos collègues Jean Chiche et Nathalie Blanc qui interviendront. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous. Je remercie aussi nos 3 intervenants, Jérôme Gaillardet, Fabien Esculier et Christelle Morel-Journel. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. C'est un plaisir. Merci à vous pour le débat. Pareillement.